On dit qu'une intelligence artificielle pourrait faire la guerre à notre place avec des armes autonomes. Mais alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on va encore garder nos droits politiques ou est-ce qu'on va devenir des sujets de l'intelligence artificielle ou des sujets de personnes comme vous, Mohamed Sijelmassi, qui maîtrisez cette technique? En fait, je voudrais calmer tes inquiétudes et les vôtres aussi et partager avec vous quelques très grandes convictions. Enfin, on est dans ce domaine depuis des années. Il y a des centaines d'ingénieurs qui travaillent dans ça. Mais ce que je voudrais partager avec vous, c'est le fait que la théorie du grand remplacement, cette extraordinaire intelligence qui va tout remplacer, elle n'existe pas, ou en tout cas, elle n'existe pas à échelle raisonnable. Ce que je voudrais partager avec vous, c'est l'intérêt de ces technologies pour augmenter l'homme. C'est l'intérêt de ces technologies pour me permettre de décider. Le volume d'informations que l'on manipule ces derniers temps, l'origine, la fréquence font que finalement, j'ai besoin d'être aidé pour décider. Et je voudrais citer un exemple que tout le monde peut comprendre. Alors, on a parlé de glaucome tout à l'heure, enfin, ça tombe bien, on n'avait pas répété. Mais le glaucome, il y a une IA qui, ça fait quelques jours, était extrêmement plus performante qu'un très grand aéropage de très grands médecins dans la détection du glaucome. Bon, ça peut faire peur. Mais la décision finale, celle qui consiste à dire est-ce que je vais opérer? Est-ce que le patient peut opérer? Est-ce que je prends en compte le contexte? Elle reste une décision humaine. Et donc, cette notion en fait de collaboration, construire des systèmes qui collaborent, c'est un point majeur. Donc, j'aimerais qu'elle m'augmente et j'aimerais collaborer avec elle. C'était tout simplement la démonstration dynamique à Satori. Donc on nous a présenté effectivement un homme augmenté. C'était un jeune Allemand en fait qui étudiait à Saint-Cyr et j'ai eu la chance de discuter ensuite avec lui. Il m'a expliqué ce que faisait et ce que ne faisait pas cet exosquelette. En fait, il semble que pour l'instant, ce que fait cet exosquelette, c'est propulser à l'inverse de ses mouvements pour finalement soutenir sa masse. Donc c'est quelque chose d'extrêmement mécanique. Mais en fait, il ne comprend rien des mouvements de l'homme. Et donc, moi, la question que je me suis posée derrière, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas adosser finalement cette approche mécanique avec une intelligence artificielle? En fait, l'intelligence artificielle cherche à peu près à modéliser ce qu'on fait. Je ne suis pas certain qu'un gamin qui se déplace est en train d'évaluer des modèles. Donc c'est un peu stupide, une intelligence artificielle. Enfin, c'est mon domaine, mais c'est un peu stupide quand même. En fait, ce qui est important dans ça, et pourquoi j'ai aimé cet exemple, parce qu'en fait, il lie plusieurs choses. Il lie d'abord une technologie qui consiste en fait à dire comment, en fait, par des sensors, je repère des mouvements. Et il lie une deuxième technologie qui est extrêmement importante, dont vous avez beaucoup entendu parler, c'est tout ce qui est en fait deep learning ou reinforcement learning. C'est comment en fait on apprend, on identifie des patterns à partir de data. Et dans ces cas-là, il est vraisemblable, même si je ne suis pas sûr que ça marchera comme un gamin, il est vraisemblable qu'on arrivera en fait à avoir des simulations de plus en plus proches de la réalité. D'accord. Forcer un petit peu la fiabilité de l'IA. Ouais, bon, alors il y a tous les phénomènes d'apprentissage. Aujourd'hui, ce que l'on sait faire, c'est faire apprendre à des machines des comportements. C'est leur permettre, par le biais de génération de situations, de réagir. Et donc ça, c'est tous les phénomènes d'apprentissage que vous pouvez regarder. Dans ce phénomène d'apprentissage, et je voudrais revenir sur la fiabilité, pas au sens de la vérité, avec un message relativement fort sur, comme toute technologie, l'IA ouvre un champ à tout ce qui est attaque. Bon, ça fait peur à personne, mais il faut quand même s'en rendre compte. La réalité, c'est qu'on y a des moyens de défense. Mais tromper une IA, c'est-à-dire en fait lui injecter des informations pour qu'elle nous donne des informations pas forcément celles qu'on devrait nous donner, c'est quelque chose qui existe. Donc, dès la conception des systèmes d'IA aujourd'hui, les contre-mesures, donc en fait, on leur a fait apprendre, et donc ça revient au phénomène d'apprentissage, des attaques potentielles. On génère des simulations d'attaques pour que l'IA reconnaisse en fait des systèmes d'attaque et ne soit pas trompée par ça. D'accord. On peut imaginer demain une espèce de guerre qui serait IA contre IA, et donc plus un combat véritablement d'homme à homme. On pourrait d'ailleurs, aujourd'hui, on peut imaginer le combat de deux rafales. Hein. Enfin, je veux dire, maintenant, je pense que c'est un peu plus que ça. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, comme je disais tout à l'heure, en fait, l'IA, ça aide. Vous avez vu des démonstrations de robots, et finalement, vous avez pris des décisions en fonction de ces informations-là. Donc,
la façon dont on l'entraîne, la façon dont on la fait réagir, ce sont des choix. Et je voudrais juste dire en fait que là, il y a aussi une notion d'éthique. Il est vraisemblable qu'aujourd'hui, la façon dont on va entraîner une IA pour faire une recommandation qui dit dans 80% faites plutôt ça que ça, eh ben, je ne pense pas que l'armée française va faire tirer sur une guérite où il y a des enfants à côté. Je ne suis pas certain qu'un groupement terroriste qui a la même chose choisisse ça. Donc le combat IA contre IA, en fait, c'est plus comment ça m'aide et qu'est-ce que je décide à la fin. C'est aussi un combat de valeurs et d'éthique, chose qu'on a souvent tendance à oublier quand on parle en fait de technologie, mais il y a de l'éthique derrière. D'accord, là je t'avouerai que dans ce cas-là, qu'est-ce qui empêcherait cette intelligence artificielle de reproduire les mêmes erreurs que l'esprit humain, mais en fait à plus grande échelle? Je te donne un exemple. Tu vois, fin des années 30, effectivement, on imaginait qu'il fallait sécuriser absolument la ligne Maginot. Mais en fait, il y avait aussi l'arrivée des blindés. C'était ça qui allait changer la donne dans la guerre. Est-ce que la disruptivité, à ce moment-là, ce n'était pas un seul esprit, un esprit original, unique, qui était le général de Gaulle? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, j'espère, je rêve et je pense qu'il faut qu'il y ait des gens disruptifs. Le monde marchera avec des De Gaulle, des Einstein, des Galilée. J'aimerais pour nous, pour vous, etc., c'est que l'IA, en fait, ce soit un moyen de faire de nous des petits Galilée, des petits Einstein, parce qu'elle nous aiderait, en fait, en nous débroussaillant le chemin, à par nous-mêmes réfléchir. La disruption, certains l'ont de façon géniale, et d'autres, pauvres airs comme nous, ben, on a besoin d'être un peu aidés, et c'est un petit peu ça que j'espère. Il faut se rendre compte qu'énormément de choses qui sont faites aujourd'hui dans le domaine civil, depuis quelques années, peuvent se transposer de plus en plus au domaine militaire. Alors peut-être qu'il y a des contraintes, mais beaucoup de choses qui sont citées ici, ben, les quelques centaines d'ingénieurs de Soprasteria qui bossent sur ça, les ont implémentées dans des industries, de l'aéronautique ou de l'automobile ou autre. En tout cas, je vous remercie. Merci. Merci. Au revoir.